Je ne peux pas avoir d'enfant, dit-elle. Le cow-boy sourit. Tant mieux, j'en ai assez pour nous deux. Wyoming, 1886. Les dernières lueurs de l'été glissaient sur la vaste vallée, posant un voile d'or sur la poussière et la sauge. Le vent portait l'odeur sèche des chevaux et du foin, murmurant à travers les clôtures qui encerclaient le ranch Bennett. Aux abords de la ville, on parlait de cet endroit à voix basse. C'est là que vit l'homme taiseux, celui avec tous les petits. Annabeth Coyle se tenait devant la barrière de bois, ses mains gantées fermement jointes devant elle. Sa robe de coton simple, usée par le voyage, avait la couleur de la terre après la pluie. Elle avait le regard de celles qui ont connu le chagrin et refusé de s'y abandonner. À 28 ans, elle se mouvait avec une grâce discrète et la lueur faible mais tenace de l'espoir. La porte s'ouvrit et Colt Bennett emplit l'encadrement. Il était grand, les épaules larges après des années de labeur, la peau burinée d'un bronze tanné par le soleil et la poussière. Son regard était stable, calme, mais pas froid. Il resta silencieux un instant, l'étudiant comme pour y sonder la vérité même. Annabeth se redressa. Monsieur Bennett, commença-t-elle doucement, on m'a dit que vous aviez des enfants ici. Je suis enseignante. Je viens offrir mes services. La lecture, l'écriture, le calcul, si vous me le permettez. Colt appuya une épaule contre le cadre de la porte. Son ton était neutre. Avez-vous déjà eu des enfants? La question lui coupa le souffle. La vérité pesait comme une pierre derrière ses côtes. Après une pause, elle répondit tranquillement. Je ne peux avoir d'enfants, mais je leur donnerai l'amour d'une mère. Pendant un long moment, il n'y eut d'autre son que le craquement du bois et le vent au dehors. Puis, l'expression de Colt changea. Quelque chose s'adoucit. Il esquissa un petit sourire ironique qui n'était pas de la pitié, mais une simple acceptation. Tant mieux, dit-il enfin. J'en ai assez pour nous deux. Il s'écarta et lui fit signe de le suivre. Ils traversèrent la cour en direction des enclos, le soleil éclatant sur le toit en tôle de la grange. « Élie » appela-t-il. Un garçon d'environ 10 ans se retourna, robuste et le regard vif. À côté de lui, un plus petit, Finn, peut-être 5 ou 6 ans, essayait d'imiter la posture de son frère, manquant de trébucher sur ses propres bottes. Deux filles jouaient près d'un seau. Nora, une enfant de 7 ans au visage doux, et la petite Lottie, à peine 3 ans, serrant une poupée de bois dont les yeux étaient des boutons manquants. Les enfants cessèrent de jouer et fixèrent Annabeth avec la curiosité franche de ceux qui n'ont pas encore appris à la dissimuler. Puis, comme satisfaits, ils retournèrent à leur rire et à leur jeu dans la poussière. Colt les observa un instant, une fierté discrètement nichée sous son calme. « Vous pourrez leur faire la classe dans le parloir, » dit-il. L'aînée est têtue, la plus jeune est parfois somnambule. Annabeth sourit faiblement. « Ils sont magnifiques, » dit-elle, et elle le pensait. Puis, avec hésitation, « Ce sont tous les vôtres. » Le regard de Colt suivit les enfants. Sa réponse fut basse, presque pensive. « Assez pour que je les considère comme les miens. » Elle hocha la tête, acceptant cela comme une vérité. Il y avait dans sa façon de les regarder une tendresse qui n'appelait aucune autre explication. Quand le jour déclina, Colt lui montra une petite chambre à côté de la cuisine. Les murs étaient de bois nu, le lit étroit mais propre. Une lampe vacillait faiblement sur la table,
et à côté était suspendu un châle en tricot à moitié terminé, doux, à la taille d'un enfant, attendant encore le prochain rang de mailles. Annabeth posa sa sacoche, ses doigts effleurant la laine. Elle pouvait presque sentir la chaleur des petites mains qui l'avaient autrefois touchée. Elle sortit sur le porche pour prendre l'air. Le monde s'était teinté de lavande au crépuscule. De l'autre côté de la cour, elle vit Colt portant la petite Lottie dans ses bras. Il se déplaçait avec une douceur surprenante, déposant l'enfant dans un lit de camp près de la fenêtre de la grange. Il remonta la couverture jusqu'à son menton, écarta une mèche de ses cheveux et resta là un instant de plus que nécessaire. Annabeth observait, la lumière déclinante accrochant l'éclat de ses cheveux. Sa voix ne fut qu'un murmure que seul le vent pouvait garder. Avec un père comme celui-là, aucun enfant n'aurait jamais à se demander qui il est. Et tandis que la nuit étendait son voile tranquille sur la terre, quelque chose de calme, mais de certain, s'éveilla dans sa poitrine. Pour la première fois depuis des années, elle sentit le faible pouls du sentiment d'appartenance, non pas parce qu'elle pouvait donner la vie, mais parce qu'ici, peut-être, elle pourrait donner de l'amour et être autorisée à rester. Le premier matin au Ranch Bennett commença dans le silence. Annabeth se leva tôt, le ciel encore pâle au-dessus des crêtes. Une bouilloire sifflait déjà sur le poêle, et à côté, quelqu'un avait laissé une bouteille de lait tiède, enveloppée dans un linge. Pas de mots, pas d'explication, juste une attention rendue visible. Au petit déjeuner, les enfants l'observaient, curieux mais méfiants. Ils chuchotaient entre eux, et quand elle tenta de se joindre à eux, ils se dispersèrent comme des cailles. Mais leurs yeux la suivaient, grands et attentifs. Elle n'insista pas. Elle regarda où ils jouaient, comment ils bougeaient. À midi, elle avait lissé un espace dans la terre avec un bâton, dessinant des lettres et des formes. Elle fredonnait de vieux airs en leur montrant comment le C s'enroulait comme la queue d'un chat, comment le S serpentait. Le deuxième après-midi, ils commencèrent à s'asseoir près d'elle. Le troisième, ils traçaient des lettres avec leurs propres doigts. Colt ne fit jamais de commentaires, mais il passait chaque jour dans le parloir, hochant la tête une fois quand il les voyait assis tranquillement. Il n'était pas un homme de sourire, mais il y avait quelque chose de plus doux dans sa façon de se mouvoir quand ils étaient proches. Lottie, la plus petite, avait l'habitude d'errer la nuit. Par 2 fois, Annabeth la trouva debout au pied de l'escalier, les yeux mi-clos, les lèvres murmurant une chanson que personne ne lui avait apprise. Chaque fois, Annabeth la soulevait doucement, la ramenait et l'installait sous les couvertures. Elle ne se réveillait jamais complètement. Une nuit, Annabeth s'assit près de son lit et chanta une vieille berceuse de son enfance. La main de Lottie s'enroula autour de son doigt comme une promesse. Cet instant resta avec elle plus longtemps que le sommeil. Le quatrième matin, alors que le soleil inondait la cuisine, Finn entra avec une botte à l'envers et une chemise mal boutonnée. Il lui offrit un sourire de travers. Elle l'aida à arranger les boutons, puis le laissa lui montrer le nouveau mot qu'il avait épelé avec des cailloux près du puits. Arbre. Elle applaudit. Il rayonna. La maison respirait différemment depuis qu'elle était là. Elle apprit à lire leur rythme. Comment Nora enroulait sa tresse quand elle était nerveuse. Comment Ellie restait en marge de chaque conversation comme une ombre attendant pour parler. Comment il se tournait vers Colt en cas de doute. Et comment il répondait plus par des hochements de tête
que par des mots. Un après-midi, elle se retrouva à récurer des assiettes en fer blanc près de la pompe. Les enfants étaient près du ruisseau, faisant des ricochets. Elle se tourna vers le porche et s'arrêta. Colt était assis près de la porte, avec une aiguille à la main, ses doigts épais et maladroits sur une manche déchirée. La chemise appartenait à Finn. Elle reconnut le motif à carreaux verts. Il se piqua le pouce, marmonna, puis essaya de nouveau. Elle ne dit rien, se contentant de regarder. Il leva les yeux une fois, croisa son regard, puis baissa à nouveau les yeux. « Il aime bien celle-là, » murmura-t-il. Elle hocha la tête. Elle lui va bien. Il ne sourit pas, mais il continua à coudre. Plus tard dans la nuit, après que les enfants se furent couchés, Annabeth sortit pour s'éclaircir les idées. La lune était basse, douce sur les collines. Elle entendit les bottes de Colt derrière elle. « Vous êtes doué avec eux, » dit-il. Elle regarda vers la grange. « Ils me facilitent la tâche. » Il croisa les bras. « Pas toujours. » Annabeth jeta un regard vers la maison, où 4 petites vies dormaient en sécurité. Elle murmura « Non, pas toujours, mais ça en vaut la peine. » Il hocha la tête une fois. Ce fut tout. À l'intérieur, le feu crépitait doucement, et le châle près de son lit attendait, toujours inachevé. Mais la maison ne lui semblait plus être celle d'une étrangère. Elle semblait habitée, et lentement, elle commençait à se sentir aussi un peu la sienne. Wyoming, fin de l'été. L'air était lourd de chaleur et de l'odeur des chevaux. Les enfants jouaient près de la clôture ouest. Des rires, le cliquetis des bottes, le bruissement de l'herbe sèche. Annabeth triait des livres près de la fenêtre du parloir quand un cri perçant déchira le silence. « Colt !» Elle se précipita dehors. Nora était allongée au pied de la clôture de l'enclos, se tenant le bras, le visage pâle de douleur. Colt était déjà là, sa voix frénétique et méconnaissable. « Je lui avais dit. Mon Dieu, ne bouge pas, Nora, ne bouge pas !» Elle tomba à genoux à leur côté. « Laissez-moi voir. » Le bras de la fillette était tordu. Os ou articulation, elle ne savait pas encore, mais Nora tremblait, se mordant la lèvre assez fort pour la faire saigner. Les mains de Colt planaient en l'air. Pour une fois, l'homme qui semblait toujours inébranlable était visiblement secoué. « Je n'ai pas... » Elle ne faisait que grimper. Elle... « Aidez-moi à trouver 2 morceaux de bois droit, vite !» Il se hâta, arrachant une latte de la clôture qu'il brisa en 2. Ses mouvements étaient désordonnés, son souffle saccadé. Annabeth déchira son propre tablier en lanière, plaça la telle improvisée doucement le long de la fracture. « Ça va faire mal, mon bébé, » murmura-t-elle à Nora. « Mais tu es courageuse, je le sais. » La fillette hocha la tête à travers ses larmes. Annabeth noua la telle fermement, essuya le front de Nora avec sa manche et leva les yeux. Colt était redevenu silencieux, agenouillé en face d'elle. Son regard ne quittait pas Nora, mais il était rempli d'autre chose aussi, du chagrin, de la culpabilité, de l'admiration. « Je n'ai jamais vu une femme sans enfant être à ce point une mère, » dit-il à voix basse. Elle le regarda, mais ne dit rien. Nora gémit. Annabeth l'embrassa sur le front. « Le pire est passé. Rentrons à l'intérieur, ma chérie. » Colt la porta, blotti dans ses bras comme quelque chose de précieux et de fragile. Annabeth suivit, ramassant les bandes de tissu et ce qui restait de son sang-froid. Ils allongèrent Nora dans le lit d'amis.
Annabeth la rafraîchit avec un linge humide, lui prépara une tisane contre la douleur, lui caressa les cheveux jusqu'à ce que le sommeil l'emporte. Colt resta tout le temps dans l'embrasure de la porte, silencieux, immobile. Plus tard cette nuit-là, longtemps après que les enfants se furent tus, Annabeth s'assit seule dans sa chambre. Elle ouvrit une petite boîte enveloppée de lin. À l'intérieur, un ruban de soie d'enfant, effiloché sur les bords, brodé d'un seul nom, Clara. Elle le toucha de ses doigts délicats, mais pour la première fois depuis des années, aucune larme ne vint. Seulement un sourire, petit, douloureux et réel. Les semaines passèrent tranquillement, remplies de lettres tracées à la craie, de doigts tachés de baies, et du bruit sourd des bottes de Colt traversant le porche. Les enfants avaient intégré Annabeth dans leur vie comme si elle avait toujours été là. Elle raccommodait les ourlets déchirés, pansait les genoux écorchés, tressait les cheveux et dessinait des lettres dans la terre avec un bâton pendant que Nora lisait à haute voix et que Finn chantait faux à côté d'elle. Colt lui avait cédé la cuisine sans poser de questions, et lorsqu'une décision devait être prise, qu'il s'agisse de vendre la jument à Lézanne ou de la garder un mois de plus, il se tournait d'abord vers elle. Il y avait encore peu de mots entre eux, mais ce qui n'était pas dit avait commencé à compter tout autant que ce qui l'était. Puis, un matin, le bruit d'un second cheval rompit le rythme de la vie quotidienne. Un homme en manteau sombre entra dans la cour. Ses bottes heurtèrent le sol avec une autorité calculée, et il sortit une liasse de papier pliée de sa sacoche avant d'ôter son chapeau. Sa voix était sèche, formelle. « Monsieur Bennett, je suis ici au nom du Bureau d'aide sociale du territoire. » Colt s'avança, hochant la tête une fois. « Vous êtes un peu loin du palais de justice, n'est-ce pas? » « Il y a eu une plainte, » répondit l'homme. « Vous avez 4 mineurs résidant ici. Selon les registres du comté, aucun ne porte votre nom ni ne partage votre sang. » Annabeth sortit sur le porche, le cœur battant. L'homme continua. « Vous n'êtes pas reconnu comme tuteur légal. On craint que cette propriété ne remplisse pas les conditions requises pour une prise en charge légale. Dans 10 jours, nous serons tenus de transférer les enfants à l'orphelinat de Cheyenne. » La mâchoire de Colt se serra. Il ne dit rien, se contentant de plier lentement l'avis dans ses mains. La voix d'Annabeth brisa le silence. « Il doit y avoir une erreur. Ces enfants… » L'homme secoua la tête. « Madame, ce n'est pas moi qui fais les règles. Je ne fais que les appliquer. » Quand il repartit, la poussière s'élevant derrière lui comme de la fumée, la cour sembla vide. Cette nuit-là, Annabeth trouva Colt assis seul sur le porche, les enfants déjà couchés. Il était immobile, le regard fixé sur les étoiles. Elle s'assit à côté de lui. Le silence s'étira. Puis il parla. « Je ne suis pas leur père, pas par le sang. Ellie, je l'ai trouvé errant après un incendie de grange. Nora a été abandonnée sur le seuil d'une église. Finn, sa mère, est morte de l'épidémie au printemps dernier. Le père de Lottie a été pendu pour vol de chevaux. Elle avait à peine 2 mois. Il fit une pause, la voix rendue rauque par quelque chose de plus profond que la poussière. Je ne peux pas fonder une famille comme les autres, mais j'ai vu 4 enfants qui n'avaient nulle part où aller, et je me suis dit que je pouvais être leur refuge. Annabeth tendit la main, posa la sienne sur la sienne. Vous êtes devenu cela, plus que la plupart des hommes n'essaient jamais de l'être. Il se tourna vers elle, les yeux indéchiffrables. Ils vont les prendre, n'est-ce pas? Non, dit-elle simplement.
pas si j'ai mon mot à dire. À l'intérieur de la maison, la tension s'insinua dans les os des enfants. Ils observaient les adultes avec de grands yeux, chuchotant dans les coins. Un soir, Finn leva les yeux de son dessin à moitié terminé et demanda « On va être renvoyé ?» Annabeth s'agenouilla à côté de lui caressant les cheveux. « Personne ne va te renvoyer nulle part, mon chéri. Mais cet homme a dit qu'on n'était pas à notre place ici. » Elle prit une profonde inspiration. Parfois, les gens avec les papiers les plus bruyants ne connaissant rien aux familles. Et parfois, il faut le leur rappeler. Les nuits suivantes, elle resta éveillée, écoutant le vent secouer les avant-toits. Le foyer, qui lui avait semblé si sûr, ressemblait maintenant à un pont de cordes usé, oscillant sous des forces qui les dépassaient. Mais alors même que la peur enroulait ses doigts autour de ses côtes, elle commença à écrire aux voisins, aux prédicateurs, à quiconque s'était un jour assis dans sa clinique ou avait partagé une histoire sur les marches de l'église. Et doucement, la nouvelle commença à se répandre. À l'intérieur de la maison, rien ne changea. Lottie était toujours somnambule, et Colt laissait toujours la bouilloire sur le poêle avant l'aube, mais entre eux tous, il y avait quelque chose de plus maintenant. Pas seulement de l'amour, mais celui qui se forge lorsque tout est en jeu et que malgré tout, ils choisissent de rester. Annabeth était venue pour enseigner, mais maintenant, elle se battait pour garder la seule chose qu'elle n'aurait jamais cru retrouver, un endroit où elle avait sa place. La tempête déferla comme une créature vivante, un tonnerre sourd rampant à travers la vallée, le vent tirant violemment sur les avant-toits de la maison. Annabeth avait allumé toutes les lanternes qu'elle pouvait trouver, leurs flammes tremblantes projetant de longues ombres sur les murs. Dans le parloir, Lottie était blottie contre la poitrine d'Annabeth, sa peau brûlante, sa respiration superficielle. Elle gémissait dans un demi-sommeil, une main agrippée au col de la robe d'Annabeth. Colt se tenait dans l'embrasure de la porte, silencieux comme toujours, mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture, rigide, tendu. Ses yeux ne quittaient pas le visage de la petite fille. Annabeth leva les yeux. Sa fièvre monte, vite. Il hocha la tête une fois. Je peux y aller à cheval. Sa voix se brisa. Colt, la rivière est presque en crue. Un chariot de marchandises a été emporté de ce pont la semaine dernière. Je sais, dit-il. Sa voix était calme, mais dessous, il y avait du fer. Mais je sais où le médecin garde une trousse de rechange. Si je ne ramène pas d'aide ce soir, tu vas te noyer, dit-elle, se redressant à moitié, ses bras toujours autour de Lottie. Au pire, tu y arriveras et la tempête t'empêchera de revenir. Colt s'approcha. Il s'agenouilla près du foyer, posa une main calleuse sur le petit dos de Lottie, l'autre sur l'épaule d'Annabeth. Tu peux prendre soin d'eux 4 mieux que je ne le pourrai jamais, dit-il doucement. Mais ça, c'est à moi de le faire. Annabeth ne parla pas. Elle ne le pouvait pas. Sa main trouva la sienne, la serra fort. Le vent hurla contre la vitre. Puis il fut debout, enfilant son manteau, attachant fermement la toile cirée sous son menton. Il saisit les rênes du hongre le plus robuste, jeta la selle sans un mot, et disparut dans la pluie avec pour seul guide la faible lueur d'une lanterne. À l'intérieur, le temps ralentit jusqu'à devenir une lente agonie. Annabeth rallongea Lottie, lui épongeant la peau avec de l'eau au gingembre, lui murmurant des chansons au creux de son cou. Les autres enfants rôdaient à proximité. Ellie faisant les 100 pas,
Finn assis immobile sur les escaliers, Nora se rongeant l'ongle du pouce jusqu'au sang. À un moment, Finn demanda, sa voix à peine audible par-dessus la pluie, « Est-ce que Pa va revenir ?» Le cœur d'Annabeth se serra. Elle le prit dans son bras libre, le serra contre elle. « Si c'est pour l'un de vous, murmura-t-elle, il traverserait n'importe quoi. » Les minutes s'écoulèrent comme des heures. Le tonnerre gronda sourdement dans le ventre du ciel. Les membres de Lottie tressaillirent. Ses lèvres bougèrent, appelant le nom d'Annabeth sans un son. Puis, des bruits de sabots. Faibles, puis plus forts. Pas une seule monture, mais deux. Annabeth se précipita vers la porte, l'ouvrit sur la tempête, et il était là. Colt, trempé et pâle, de la boue jusqu'aux genoux, l'eau ruisselant de son manteau. Il menait un second cheval. Le médecin suivait, s'agrippant à sa selle d'une main, sa sacoche dans l'autre. Colt faillit s'effondrer sur le seuil. Annabeth le retint par le bras. « Je l'ai eu !» réussit-il à dire, le souffle court. « Et la trousse aussi. » Elle hocha la tête, guidant déjà le médecin à l'intérieur. Au matin, la fièvre de Lottie était tombée. Elle reposait enveloppée dans des couvertures, ses cils lourds, mais ses couleurs revenaient. La maison était silencieuse, mais remplie de cette immobilité qui suit la calamité, le silence du soulagement. Colt était affalé dans le fauteuil du coin, ses bottes encore mouillées, son manteau à moitié enlevé, profondément endormi, une main posée sur ses genoux. Annabeth se tint dans l'embrasure de la porte et le regarda un long moment. On frappa juste après le lever du soleil. Deux hommes du comté se tenaient là, chapeau à la main, bottes propres. L'un tenait une enveloppe scellée. « Nous avons reçu confirmation, » dit l'homme. « Votre pétition a été examinée. Les témoignages de la communauté ont été très forts. Et la lettre ?» Il fit une pause, jetant un coup d'œil à Annabeth. « Celle de mademoiselle Coyle. C'est elle qui a tout décidé. » Il lui tendit la lettre. « L'ordonnance d'expulsion est annulée en attente de l'approbation finale. Les enfants peuvent rester. » Derrière elle, des pas feutrés traversèrent le plancher de bois. Finn avait entendu. « On reste ?» demanda-t-il. Annabeth s'accroupit à sa hauteur et sourit, les larmes aux yeux. « Oui, mon chéri, tu es à la maison. » Et quelque part derrière eux, Colt s'éveilla et pour la première fois depuis longtemps s'autorisa à y croire. La tempête était passée, mais son écho persistait dans le craquement des lattes du porche, dans la caresse du vent, désormais plus douce, plus clémente. Une semaine plus tard, la lettre arriva. Elle était scellée dans une enveloppe officielle, frappée du sceau du comté, le genre de courrier qui, autrefois, semait la peur. Cette fois, Colt l'ouvrit avec des doigts assurés, mais à mesure qu'il lisait, ses mains se mirent à trembler. « Ils ont accepté, » murmura-t-il, à peine plus fort qu'un souffle. « C'est fait. » Annabeth s'approcha. « Que dit-elle exactement ?» Il la lui tendit, mais elle n'eut besoin que d'un regard pour que ses yeux s'emplissent de larmes. « Tutelle légale confirmée, » lut-elle doucement. « Colt Bennett, unique pourvoyeur et protecteur. Annabeth Coyle, co-tutrice, responsable de l'éducation et du bien-être. » Les enfants s'étaient déjà rassemblés autour d'eux, sentant que quelque chose d'important se passait. Annabeth s'agenouilla et les serra contre elle, un par un. « Vous restez, » dit-elle tendrement. « Plus de questions, plus d'adieux. Nous sommes une famille, maintenant.
Ils ne comprirent pas tous les mots, mais ils comprirent les larmes dans ses yeux et la façon dont Colt se tenait tout près, une main posée sur l'épaule d'Élie. Cette nuit-là, ils ne pleurèrent pas de peur, mais du soulagement immense d'être enfin désirés. Dans la cuisine, où une fournée de pain de maïs avait légèrement brûlé sur les bords, où la lumière de la lampe vacillait doucement contre les vieux murs de pierre, quelque chose s'installa. Pas seulement la paix, le sentiment d'appartenance. Les jours passèrent, plus calmes, plus légers. Colt et Annabeth se déplaçaient dans la maison comme deux personnes qui s'autorisaient enfin à respirer. Il commença à lui poser des questions, de petites choses au début. Tu penses qu'on devrait déplacer le berceau dans l'autre chambre? On devrait apprendre à fine ces lettres d'abord, ou les chiffres? Elle répondait avec un sourire, un hochement de tête, parfois en lui touchant le bras. Un soir, elle l'invita à s'asseoir à table. D'habitude, il mangeait sur le porche, ses bottes à moitié retirées et l'esprit ailleurs, mais cette fois, il resta. Ils mangèrent du ragoût et du pain plat. Elle raconta une histoire qui fit rire Nora si fort qu'elle en renifla. Colt leva les yeux, surpris par le son, puis gloussa à son tour, d'un rire grave et sincère. Plus tard, alors qu'il se levait pour partir, elle tendit la main pour arranger le col de sa chemise. Ses doigts effleurèrent sa mâchoire, rêche de barbe naissante et chaude de soleil. Ils se figèrent dans cet instant. Aucun ne parla, aucun ne bougea trop vite. Un matin, elle ne descendit pas. Colt se tenait dans la cuisine, jetant un œil au poêle froid à la bouilloire vide. Il la trouva encore au lit, épuisée, les joues roses, non pas de fièvre, mais de simple fatigue. Alors, il essaya. Il fit brûler le pain, fit trop cuire les œufs. Le café sortit noir comme la nuit et 2 fois plus amer. Mais il déposa le tout sur la table avec soin. Et à côté, un mot plié, écrit de sa main carrée. Tout ce que tu fais pour eux aujourd'hui, laisse-moi le faire pour toi. Quand elle descendit et trouva le mot, elle ne dit rien. Elle le serra simplement contre sa poitrine et ferma les yeux un instant de plus que nécessaire. Ce soir-là, Annabeth berçait Lottie près du feu, sa petite main posée sur les boucles de l'enfant. Colt se tenait à proximité, silencieux, observant. Je ne suis pas doué pour les grands mots, dit-il au bout d'un moment, les yeux fixés sur les flammes. Mais je me disais que, si tu devais rester plus longtemps, je crois que cet endroit pourrait devenir quelque chose de bon pour nous tous. Pour moi aussi. Elle ne répondit pas, pas avec des mots. En passant près de lui, sa main trouva la sienne, chaude, douce, et elle y resta une seconde de trop pour que ce soit accidentel. Il baissa les yeux, elle leva les siens, et aucun ne dit un mot. Car certaines choses n'ont pas besoin d'être dites. Certains amours ne naissent pas dans les déclarations, mais dans les dîners silencieux, le pain grillé brûlé, les silences partagés, dans le simple acte de ne pas lâcher prise. L'hiver arriva tôt cette année-là, dur, mordant et implacable. Le gel s'installa avant même que les citrouilles aient disparu du porche, et en une semaine, le sol était dur comme du fer. La neige tomba en nappes épaisses et continues qui ensevelirent les champs, s'amoncelèrent contre la grange et réduisirent les bois au silence. Un matin, Colt se tenait sur le seuil, l'écharpe déjà nouée autour du cou, la sacoche de sel en bandoulière. Eli était derrière lui, amitouflé dans son manteau, tenant les rênes du cheval avec une poigne trop déterminée pour un enfant de 10 ans. On sera de retour dans 2 jours,
dit simplement Colt. La ville est à court aussi, mais Olson me doit une faveur. On trouvera bien quelque chose. Annabeth ne discuta pas. Elle lui tendit un paquet de pain et de viande séchée, les yeux fixés sur son visage. Sois prudent. Son regard s'adoucit. Toujours. Puis ils partirent, leurs silhouettes lentement avalées par l'horizon blanc. La neige ne cessa pas. À la fin du deuxième jour, le vent était devenu assez vif pour écorcer les arbres. Le troisième jour, les jointures d'Annabeth saignaient à force de fendre du bois. Les animaux étaient agités. Finn demanda 2 fois où était son père. Nora aidait à remuer le ragoût avec des mains tremblantes. Annabeth ne montra aucune peur, pas devant eux. Mais quand les lampes s'éteignirent et que les enfants furent blottis sous des couches de couverture, elle s'assit près de l'âtre et murmura des prières qu'elle n'avait plus dites depuis qu'on lui avait pris son garçon. Puis, juste avant l'aube du 4e matin, des bruits de sabots. Elle se redressa d'un bond et ouvrit la porte en grand. Colt entra en titubant, traînant derrière lui un Élie à moitié gelé. Tous deux avaient les lèvres bleues, étaient trempés jusqu'aux os, mais ils respiraient. Annabeth se précipita vers eux, la voix basse, mais urgente. « Entrez, enlevez les manteaux, de l'eau chaude tout de suite. » Elle les enveloppa dans de la laine, leur fit avaler du bouillon, frictionna leurs doigts gourds pour y ramener la chaleur. Les yeux d'Élie papillonnèrent, rencontrèrent les siens, et il réussit à murmurer un petit « désolé » rauque. Elle ne répondit pas, se contentant de l'embrasser sur le front. Cette nuit-là, une fois le feu stable et la maison de nouveau chaude, elle se glissa dans la cuisine pour chercher plus de bois. Colt était déjà là, debout dans la pénombre, une serviette autour du cou, de la vapeur s'élevant encore de ses épaules. Son regard croisa le sien, et à cet instant, tout se brisa en elle. « Tu m'as fait peur, » dit-elle, la voix tremblante. Il s'avança doucement, comme on approche un poulain effarouché. « Je suis désolé. » Sa respiration se bloqua. « J'ai cru que je t'avais perdu. Je sais. » Elle porta un poing à sa bouche, se détourna, mais il tendit la main et la posa sur son épaule. « Je n'ai jamais eu d'endroit où revenir, » dit-il d'une voix rauque. « Pas vraiment, pas avant toi. » Annabeth se retourna. Ses yeux étaient humides, mais son regard était ferme maintenant. « Et je n'aurais jamais cru pouvoir être choisie, » murmura-t-elle. « Pas après tout ça, pas après avoir perdu mon garçon. Mais quand tu me regardes comme ça… » Il se rapprocha encore. Pas de bague, pas de fleurs, juste un homme qui avait tout donné à des enfants qui n'étaient pas les siens et qui se tenait maintenant devant la femme qui faisait de ce sacrifice une vie qui valait la peine d'être vécue. « Tu ne peux pas avoir d'enfant, dit-il, mais tu as été une mère de toutes les manières qui comptent. Je ne veux plus que tu leur fasses la classe. » Elle retint son souffle. « Non, je veux que tu les élèves avec moi, comme leur mère et comme ma femme. » Un silence, puis des larmes, vraies, abondantes, mais douces. Annabeth hocha la tête, un seul mouvement tremblant, et Colt la prit dans ses bras. Il n'y eut ni feu d'artifice, ni foule, juste le silence feutré de la neige au dehors et le battement régulier de 2 cœurs qui trouvaient enfin leur foyer. Pour la première fois, elle ne pleurait pas une perte, mais un amour. Le printemps arriva comme une excuse silencieuse. Après des mois de neige et d'épreuves, la terre s'adoucit. Les bourgeons gonflèrent sur les branches. Des fleurs sauvages ondulaient le long de la clôture, et les champs prirent la couleur d'un nouvel espoir. Le ranch Bennett, autrefois un lieu de rumeurs et de chuchotements, bourdonnait maintenant de vie. Sous le vieux chêne derrière la maison,
Là où les enfants avaient passé leurs après-midi d'été dans la poussière et les rires, des chaises blanches étaient disposées en rangées. Une table accueillait 2 chopes en étain remplies de lilas, une miche de pain et une paire d'alliances en cuivre façonnées par le forgeron de la ville. Annabeth se tenait à l'orée de la clairière, sa robe blanc crème, simple, effleurant l'herbe. Ses cheveux étaient relevés, mais quelques mèches folles dansaient dans la brise. Nora glissa une fleur sauvage dans sa ceinture, tandis que Lottie, couronnée de pâquerettes, se cramponnait à sa main. Ellie et Finn l'encadraient, visage solennel, tenant chacun une de ses mains, tandis qu'ils la menaient le long de l'allée improvisée. Au bout se tenait Colt. Il portait un gilet qui avait clairement été repassé et adapté pour l'occasion. Ses cheveux étaient peignés, ses bottes cirées, et pourtant, rien ne pouvait surpasser la lumière dans ses yeux. La foule était modeste. Des voisins, le prêtre, des gens de la ville qui avaient autrefois pris le parti de cette étrange petite famille. Certains avaient apporté des tartes, d'autres leurs larmes. Quand vint le moment des vœux, Colt prit les mains d'Annabeth. « Je ne peux pas te promettre la richesse, dit-il, la voix basse, mais assurée. Mais je te promets ceci. Chaque matin, en te réveillant, tu sauras que tu es nécessaire ici, désiré, aimé. » Annabeth ne parla pas pendant un long moment. Ses lèvres tremblaient, mais son sourire tenait bon, et c'était une réponse suffisante. Dans les semaines qui suivirent, le ranch changea, non pas par ce qui fut ajouté, mais par ce qui fut partagé. Annabeth commença à faire la classe aux enfants du coin sous le chêne, un tableau noir calé entre 2 tonneaux. Les mères de la ville amenaient leurs fils et leurs filles, laissant des paniers d'œufs ou de savon en remerciement. Colt réparait des selles pour les voisins, échangeait des chevaux contre des semences et accueillait chaque chien perdu et chaque chèvre égarée qui croisait leur chemin. Les enfants, qui n'étaient plus seulement des enfants, mais des fils et des filles, grandirent sous un amour qui ne criait pas, mais qui restait. Un après-midi doré, Annabeth était assise sur le porche, un livre à la main. Lottie faisait la sieste à côté, une poupée blottie contre sa poitrine. Finn et Nora faisaient rouler des billes sur les planches de bois. Au loin, Ellie aidait Colt à réparer une bride cassée, les doigts noircis d'huile, leur voix calme et complice. Annabeth les observa tous et se murmura « Je croyais que ma vie était finie. » En réalité, elle attendait juste de recommencer avec lui. Colt leva la tête, n'ayant pas entendu ses mots, mais sentant son regard. Sans quitter des yeux la lanière de cuir entre ses mains, il murmura « Tu n'es pas seulement leur mère, Annabeth, tu es la mère de tout ce foyer. » Elle ravala les larmes qui lui montaient soudain aux yeux et ne dit rien, car parfois, l'amour n'avait plus besoin d'être déclaré. Il avait juste besoin d'être vécu. Le vent balayait doucement les collines. Des rires résonnaient dans la cour. Quelqu'un poussa un cri de joie. Une poule caquetta. Un cerf-volant s'éleva dans le ciel. Une famille n'avait jamais été une question de sang. C'était une question de qui était là, qui restait, qui vous tenait la main dans la tempête et s'y aventurait avec vous si nécessaire. Et sur ce porche, alors que le printemps embaumait l'air et que l'amour s'était profondément ancré dans les os d'une femme autrefois brisée et d'un homme silencieux, avec trop d'enfants et plus de cœur que la plupart des gens, ils vécurent et aimèrent pour toujours. Merci de nous avoir accompagnés dans le voyage émouvant de « Elle a dit, je ne peux pas avoir d'enfant ». Le cow-boy a souri. Tant mieux, j'ai assez d'enfants pour nous deux. Si cette histoire a touché votre cœur,
Si vous croyez que l'amour n'a pas besoin de lien du sang pour créer une famille, mais seulement du courage de prendre soin et de la volonté de rester, alors n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner à la chaîne Histoire d'amour du Far West et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un petit rappel que le foyer se construit avec de l'amour, pas avec des murs. Nous vous préparons d'autres romances de cow-boys tendres et puissantes, des histoires vraies de courage, de guérison et de seconde chance sous de vastes cieux. D'ici là, chevauchez prudemment, aimez profondément, et souvenez-vous, parfois, les frontières les plus sauvages sont celles du cœur.